Salut, bienvenue dans cette série de tutos consacrée aux méthodes. Aujourd'hui, pourquoi et comment nommer et archiver un fichier numérique. Alors le premier cas de figure, c'est quand tu as un fichier qui est destiné à toi-même. Concrètement, prenons l'exemple d'une photo que tu prends avec ton smartphone, ou bien que tu télécharges depuis internet. Cette photo, tu dois la nommer et avoir un maximum d'informations qui seront utiles pour toi. Donc pour ça, en premier lieu, il faut que la photo, tu puisses l'identifier, d'après son nom et puis aussi la retrouver facilement, sur ton disque dur, dans tes archives. Prenons un exemple. Tu as cette photo d'un grand physicien italien qui s'appelle Galilée et puis, tu la télécharges depuis l'internet. Alors le nom, au départ, il ressemble à ceci, c'est-à-dire un nom qui ne sert absolument à rien. Eh bien, on va transformer ce nom et nous allons voir ensemble comment le faire. Donc voici le nom que je propose. On voit qu'il y a plusieurs parties là-dessus. Et pour commencer, la partie finale qui est après le point, c'est ce qu'on appelle l'extension du fichier. Donc ici, un fichier .jpg, un fichier JPEG. Donc c'est un format de fichier photo. Il existe d'autres formats, par exemple le PNG et bien d'autres. Donc les JPEG et PNG sont des formats qui sont compressés, c'est-à-dire que l'image garde une qualité satisfaisante en ayant une taille assez réduite. C'est important d'avoir un fichier compressé pour éviter qu'il prenne beaucoup de place. En effet, les formats, du type RAW, qui est le format d'origine, ou bien les formats bitmap, BMP, prennent beaucoup plus de place. Dans le nom de fichier, il faut bien faire attention à ne pas mettre d'accent, ni d'espace, ni de caractères spéciaux. Tout doit être attaché, et donc sans accent. Alors dans le fichier, on commence par le sujet, donc ici il s'agit de Galilée, j'ai bien fait attention à pas mettre d'accent. Ensuite, je mets un bloc complémentaire, donc ici ce qui est en rouge ou en vert, j'appelle ça des blocs. Donc ce complément, bien ici, pour exposer, donc je sais exactement à quoi va servir ce fichier. C'est une image de Galilée, je vais l'utiliser pour faire un exposé. Pour bien séparer les deux blocs, j'utilise un espace entre les blocs, mais comme je ne veux pas d'espace correspondant à la barre du clavier, eh bien je mets un tiret bas, c'est celui qui est en dessous du 8. Et puis, entre les mots, entre pour et exposé, je mets un tiret normal, qui est celui qui est en dessous du 6. Enfin, ne pas oublier de numéroter l'image. En effet, souvent, on télécharge une photo ou une image du net, et puis on se dit: «C'est bon, ça me suffit». Puis en fait, on se rend compte on va en télécharger d'autres, par exemple plusieurs photos de Galilée, avant de choisir, celle qui nous intéresse le plus. Eh bien, à ce moment-là, le mieux, c'est de les numéroter. Alors, si tu prends des photos avec ton smartphone, il est courant aussi de faire plusieurs fois les photos, par exemple, pour que le cadrage soit bon, et tu vas te retrouver rapidement avec plein de photos. Donc il est indispensable de les numéroter. On commence toujours la numérotation par un 0, parce que si tu commences directement au 1, eh bien il va se passer la chose suivante. Si tu fais des photos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tout va bien, mais quand tu vas passer au 10, le 10 s'écrit 1, 0. Et l'ordinateur, lui, quand il va te ranger les photos sur le disque dur, il va te mettre la photo 10, la 1, 0, il va te la ranger entre la 1 et la 2. Tu vas avoir une numérotation où ça fera 1, 1, 0, 2, 3 et ainsi de suite. Et donc ta photo numéro 10 ne sera pas au bon endroit. Donc pour éviter ça, tu commences par 0. Alors si tu as bien compris cette affaire, tu vois que jusqu'à 99, ça marche bien. Mais après, quand tu passes à 100, on a de nouveau le même problème. Donc si tu as besoin de plus de 99 photos, il faut 3 chiffres. Si tu as besoin de plus de 999 photos, il faut 4 chiffres, et ainsi de suite. Alors pour nous, 2 chiffres suffiront très largement. Prenons un deuxième exemple, cette fois il s'agit d'un document qu'on va écrire avec un logiciel de traitement de texte comme LibreOffice par exemple, qui est gratuit, ou bien Word ou d'autres. Alors à ce moment-là, les informations sont toujours me concernant, donc tant qu'il s'agit de mon disque dur. Il faut que je puisse retrouver le fichier rapidement, facilement. Eh bien, donc voici par exemple l'exemple du fichier, et ben voici le nom complet que je te propose. Alors il est long, mais nous allons voir ensemble pourquoi. Premier point, l'extension du fichier, donc ici ODT pour un fichier LibreOffice, Docs pour un fichier Word, et ainsi de suite. Ensuite, la classe. Alors ça c'est important parce que, évidemment, si tu es élève de 4e set, tu le sais bien que tu es en 4e set. Mais si dans 2 ans, tu veux retrouver ce document parce que tu te souviens que tu as fait un exposé sur Galilée et que tu cherches dans tes archives, eh bien évidemment, ça sera beaucoup plus facile de le retrouver si c'est indexé correctement. Donc on commence par la classe. Ensuite la matière, PC pour physique-chimie ou bien EST pour enseignement de la science et de la technologie.
Ensuite, le type de document, est-ce qu'il s'agit d'un document de cours, d'exercice, ici un exposé, donc sans l'accent. Le sujet, ici il s'agit de Galilée. Et enfin un point très important, la date. Alors là, c'est la date de création du fichier. On commence toujours par mettre l'année, ensuite le mois et pour finir le jour. C'est important parce que le classement par ordre chronologique et alphabétique va se faire du fichier le plus récent au fichier le plus ancien, ou vice-versa, quand on numérote comme ceci. Si on commence par les jours, les mois et les années, alors il n'y a pas de règles qui permettent de classer dans un bon ordre. Donc l'année, le mois, le jour. Et enfin, eh bien, quand tu crées un fichier, tu commences par faire une version temporaire. Tu l'appelles temp01, avec ou sans tiret au choix. Et puis, si tu fais des petites modifications, bien tu enregistres ton fichier au fur et à mesure et ça écrase des versions précédentes. Il se trouve que parfois tu fais des grands changements dans ton fichier, par exemple tu modifies complètement le plan. Eh bien, il est beaucoup plus intéressant d'enregistrer le fichier sous un autre nom, donc enregistrer un deuxième fichier que tu vas appeler version temporaire 2, temp02, et de garder le premier. L'expérience montre que parfois, on a plusieurs versions différentes et puis on a envie de rechercher quelque chose qu'on avait fait dans une version antérieure et de la rapporter dans une nouvelle version. Alors si tu écrases au fur et à mesure tes fichiers en enregistrant dessus, tu n'as que la version définitive et éventuellement tu perds ce que tu avais fait avant. Donc, pour les variations mineures, on enregistre en écrasant, pour les changements importants, on enregistre avec une nouvelle version temporaire. Quand ton fichier est fini, à ce moment-là, eh bien tu passes à la version définitive. Donc tu réenregistres ton fichier, enregistré sous, et tu l'enregistres, tu remplaces simplement la dernière version temporaire par la version définitive def. Et comme ça, tu as plusieurs versions temporaires et une version définitive. Éventuellement, beaucoup plus tard, tu pourras décider, si tu veux faire de la place sur ton disque dur, de supprimer les versions temporaires. En attendant, ce genre de fichier prend très peu de place sur un disque dur, donc s'ils sont bien rangés, autant les garder. À ce propos, nous allons voir comment archiver correctement un fichier sur un disque dur. Eh bien, je te conseille de commencer par créer un répertoire, ou un dossier, c'est la même chose, qui s'appelle collège. Dedans, eh bien, tu vas indiquer la classe, quatrième, comme ça l'année prochaine, quand tu seras en troisième, eh ben, tu feras un nouveau répertoire troisième. Si tu es en sixième, eh ben, tu construiras au fur et à mesure des répertoires cinquième, quatrième, troisième, et ainsi de suite. Puis, à l'intérieur, tu peux indiquer tes différentes matières, maths, français, anglais, histoire géo, ainsi de suite, et puis la matière la plus importante de toutes, bien sûr, c'est la physique-chimie. Et puis, en physique-chimie, ben, pareil, tu crées des sous-répertoires, où il y a des sous-dossiers, cours, exercices, activités documentaires, etc. Et puis, travaux à rendre. Ici, tu remarques bien que j'écris travaux à rendre sans mettre d'espace. Dans travaux à rendre, tu peux créer un répertoire image où tu vas ranger l'image de Galilée, un répertoire pour les fichiers temporaires où tu fabriques ton document, ton exposé au fur et à mesure, et quand tu as une dernière version qui est satisfaisante, tu la réenregistres sous le format def, et là tu as ta version définitive. Ce dernier répertoire n'est pas obligatoire, mais il est intéressant parce que si tu veux aller chercher directement les versions définitives et qu'elles ont été rangées à cet endroit-là, ça t'évite de devoir farfouiller au milieu de toutes tes versions temporaires. Il n'est pas rare qu'une personne finisse par envoyer à d'autres une version qui n'était pas la version définitive, mais elle a confondu avec une version de travail qu'elle avait utilisée avant. Donc il vaut mieux les séparer et les renommer pour être sûr de ne pas se tromper. Maintenant, tu es prêt à envoyer ce fichier à quelqu'un, par exemple ton prof. Alors si tu envoies par mail ou bien sur travail en ligne ton document au professeur, eh bien lui aussi a besoin d'informations. Donc nous allons voir les points essentiels. Mais d'abord, il faut savoir sous quel format envoyer le fichier. Eh bien, on va essayer de trouver un format qu'on appelle «universel» entre guillemets. Donc ce format universel, il doit être lu par tout le monde, enfin lisible par tout le monde. Donc si par exemple tu travailles sous Mac et puis que tu as un logiciel Mac, eh bien il faut savoir que les gens qui ont un ordinateur PC ne pourront pas le lire. Et donc soit bah, ils le liront pas tout simplement, soit ils devront faire l'effort d'aller chercher sur internet un logiciel capable de convertir, le télécharger, l'installer, faire la conversion, etc. Bref, toutes des choses qu'ils vont devoir faire alors que normalement c'est toi qui es censé les faire. Donc c'est à toi d'envoyer un document qui doit être lisible et utilisable facilement par les autres. Ensuite, il faut que ce soit un format
qui soit peu sensible au virus. Par exemple, si tu prends du ODT, du Word, du Excel ou des logiciels comme ceux-ci, eh bien, il peut assez, fréquemment y avoir des virus dedans. C'est pour ça que, le format qui est le plus utilisé, c'est un format de la marque Adobe, qui utilise le logiciel Acrobat et c'est ce qu'on appelle les formats d'extension PDF. Donc ils ont un avantage, c'est que normalement ils sont non modifiables, sauf quand tu as une version professionnelle, ce qui est par exemple mon cas, mais comme ça coûte cher, très peu de gens l'ont. La plupart du temps, les gens utilisent simplement la version, Reader, donc qui permet de lire le fichier. Le nom du fichier, lui, il doit porter des informations qui sont non plus importantes pour toi, mais importantes pour la personne qui va le lire. Donc il faut renommer ton fichier, que tu utilisais sur ton disque dur. Donc prenons le même, fichier que tout à l'heure, et bien cette fois le nom change. Donc voyons voir ensemble, l'extension c'est du PDF quand c'est un mélange de texte et d'images, ou bien du JPEG ou du PNG quand c'est de l'image. Ensuite, la classe, très important pour le prof, ça lui permet de ranger ça tout de suite au bon endroit. Ton nom et ton prénom, le titre, enfin le type de document, est-ce qu'il s'agit d'exercices, de travaux pratiques, d'exposés, ici un exposé, le sujet, et puis pour finir, la date de restitution. Alors attention, il ne s'agit pas de la date de création du fichier, parce que ça intéresse pas beaucoup, l'enseignant. Ce qui l'intéresse, c'est la date à laquelle tu as envoyé le fichier. Donc tu indiques la date de restitution du fichier. Alors c'est vrai que ce nom de fichier est un peu long, mais il comporte absolument toutes les informations nécessaires, et c'est extrêmement pratique, et c'est très agréable pour celui qui reçoit le fichier de pouvoir, avoir toutes les informations en un coup d'œil. Voilà, j'espère que ça t'a servi à quelque chose et que tu l'utiliseras. À bientôt!